Salut les topovores! Alors aujourd'hui on inaugure un nouveau format, ça va prendre la forme d'un reportage et je vais prendre plaisir à vous parler de personnages, de lieux et d'histoires de notre culture. J'espère que le format vous plaira. Donc aujourd'hui je me trouve au château du Clos Lucé où je vais vous parler du célèbre Léonard de Vinci. Vous le connaissez sûrement pour ses peintures, mais il y a un autre aspect de sa personnalité que j'aime beaucoup, à savoir ses inventions. Bon, je ne vous en dis pas plus, on y va! Avant de vous expliquer ce qui m'intéresse chez Léonard, je pense qu'il est important d'en apprendre un petit peu plus sur sa vie. Ce génie est né à Vinci, en Italie, en 1452. Il a 14 ans lorsqu'il est envoyé à Florence comme apprenti dans un atelier de peintre, et il entre à la Guilde des peintres à l'âge de 20 ans. Sa carrière débute avec des œuvres comme la Vierge à l'œillet ou l'Annonciation. Mais Léonard de Vinci ne touche pas qu'à la peinture et il s'intéresse aux sciences, à l'anatomie, la botanie, la musique, la poésie, l'architecture, la philosophie, la sculpture, bref, beaucoup de domaines dans lesquels il n'aura de cesse de chercher à décortiquer les principes pour en comprendre les fonctionnements. Cependant, il est important de noter que beaucoup de ses trouvailles ne sont pas si originales que l'on pourrait le penser, mais sont souvent influencées par les recherches de ses prédécesseurs et contemporains. Quoi qu'il en soit, dans un souci de rigueur et de véracité, Léonard de Vinci schématise ses recherches de manière quasiment encyclopédique. C'est ce qui lui vaudra d'être considéré aujourd'hui comme le symbole de l'homme de la Renaissance et sûrement comme la personne la plus talentueuse dans le plus grand nombre de domaines différents. Mais c'est malgré tout la peinture qui lui donnera sa renommée puisqu'il deviendra célèbre notamment grâce à la scène réalisée en 1495. La célèbre Joconde et la bataille d'Anghiari suivront quelques années plus tard. Malheureusement, la concurrence se fait rude dans la personne de Raphaël et de Michel-Ange. Et le peintre, connu pour son talent mais aussi paradoxalement pour son incroyable procrastination, se voit peu à peu écarté des chantiers les plus intéressants. En 1515, François Ier, alors roi de France, le convie auprès de lui à Amboise au château du Clos Lucé, à quelques mètres du château royal où il recevra une pension de 1000 écus d'or par an. Léonard de Vinci vit ici les 3 dernières années de sa vie. C'est ici même dans cette pièce qu'il rédige son testament et qu'il meurt en 1519, quelques mois plus tard, à l'âge de 67 ans. La légende raconte que François Ier se tenait aux côtés de Léonard de Vinci pendant sa mort, mais en réalité il est plus que probable qu'il se trouvait aux côtés de la reine qui accouchait du roi de France Henri II à Saint-Germain-en-Laye. Tout au long de sa vie, Léonard de Vinci n'a de cesse que de créer et c'est tout naturellement qu'il s'intéresse aux objets du quotidien afin de les améliorer pour faciliter la vie. Ainsi, on sait qu'il a travaillé sur des modèles de marteaux mécaniques, de scaphandres, de machines pour travailler les vis en bois, mais encore sur des skis flottants, des roulements à billes, des machines à polir les miroirs ou la calculatrice. La plupart de ces inventions sont malheureusement restées sous forme de plans. Du coup, par exemple, pour le scaphandre, on sait que s'il avait été utilisé tel quel, l'homme sous le casque n'aurait pas pu respirer. Quant à la calculatrice, l'invention est très controversée puisque nous n'avons retrouvé qu'un plan qui pourrait être les prémices d'une machine de calcul, ou alors toute autre chose comme une machine permettant d'augmenter les vitesses de rotation. Nous ne saurons malheureusement jamais. Ici, avec cette machine, il reprend un principe de la vis d'Archimède, qui existait bien avant, qui permet de faire remonter l'eau sur un plan incliné. Mais sa passion pour la création va au-delà de ces petites inventions, puisque Léonard, fort de ses connaissances, n'a qu'un seul rêve, faire voler l'homme. Léonard de Vinci a longtemps étudié la botanique, la zoologie et les dissections d'hommes pour comprendre les mécaniques du corps et du mouvement. Durant ses études, il a étudié le vol des oiseaux et notamment celui des chauves-souris pour analyser comment un homme pourrait voler. Il conclut très vite que l'homme ne peut pas voler naturellement et qu'il a besoin d'une machine pour l'y aider. Léonard de Vinci commence à tracer des plans, comme celui du planeur aux ailes articulées, mais il imagine également un principe de parachute et anticipe l'hélicoptère avec son hélice volante, grandement inspirée de la vis d'Archimède que l'on a vue précédemment. Mais l'énergie humaine ou animale déployée pour alimenter cette machine n'était pas suffisant pour son envol. Il faudra attendre quelques siècles pour la relancer à l'aide de moteurs. Mais les ambitions de Léonard de Vinci ne s'arrêtent pas là puisque celui-ci travaille activement en tant qu'ingénieur dans le génie militaire. Que ce soit en Italie ou en France, Léonard de Vinci fait part de son savoir afin d'améliorer les techniques de combat et de défense.
En s'inspirant des techniques du Moyen-Âge et de l'Antiquité, Léonard de Vinci innove en utilisant de nouveaux matériaux comme l'acier, et il réalise des armes comme la mitrailleuse à 3 registres et à direction multiple ainsi que le char d'assaut. Mais il se préoccupe également de la défense de la cité et imagine toutes sortes de ponts pour défendre les villes. Ici, nous sommes sur un pont tournant dessiné par Léonard de Vinci. Grâce à un système de poids, de contrepoids et de poulies, le pont pouvait facilement tourner. Cela permettait aux bateaux de passer, mais également de bloquer l'arrivée des ennemis. Toujours dans l'idée d'améliorer la vie quotidienne et dans la continuité de ses recherches en génie militaire, c'est naturellement qu'il s'intéresse aux constructions des cités et qu'il cherche des solutions pour les améliorer. Les améliorer, oui, mais aussi proposer des plans afin de créer la cité qui serait idéale, ou plutôt fonctionnelle, avec des rues superposées, des systèmes d'évacuation des eaux, des écuries grandioses et pour surplomber le tout, un palais sur l'eau. Malheureusement, Léonard de Vinci n'aura jamais l'occasion de superviser les travaux, et après sa mort, il fut bien difficile de déchiffrer ses croquis, puisqu'a priori, ceux-ci avaient près de 2 siècles d'avance sur les avancées technologiques et scientifiques. Grâce à son génie, tant dans l'art que dans la science, Léonard de Vinci a toujours été proche des cours royales de l'époque. De ce fait, c'est à maintes reprises qu'il a été invité à travailler sur des mécanismes de divertissement pour les bals et fêtes royales. En 1515, alors qu'il est en France, au Clos Lucé, en tant que premier peintre, ingénieur et architecte du roi François Ier, Léonard travaille sur la machine d'un lion, qui est le symbole de la Toscane, et dont le poitrail s'ouvre pour faire apparaître la fleur de lys, symbole de la monarchie française, signifiant ainsi l'alliance entre ces deux puissances. Bien que Léonard de Vinci n'ait laissé ni plan ni esquisse totale de son invention, il a été possible de le reproduire à l'aide de dessins détaillés du mécanisme. Remonté à la main, le lion est également capable de faire quelques pas, de secouer sa tête, d'ouvrir et de fermer sa gueule ainsi que de bouger sa queue. Du génie. Mais l'inventeur ne s'arrête pas là, puisque le premier robot humanoïde est probablement dû à Léonard de Vinci, qui présente en 1495 sur papier un chevalier en armure capable de s'asseoir, de relever sa visière et de bouger ses bras. Nous ne savons pas si le robot a été réalisé ou non du temps de Léonard de Vinci, mais cela aurait pu être possible. Effectivement, après avoir découvert ses notes et schémas en 1950, une réplique fonctionnelle basée sur les croquis de Léonard fut construite et exposée au musée de Berlin. Pour conclure, même si Léonard de Vinci s'est inspiré de ses contemporains tout au long de sa vie, il n'en reste pas moins un grand génie. Et pour finir, une citation de lui que j'aime beaucoup, « Plus on connaît, plus on aime ». Merci à tous d'avoir regardé l'épisode, j'espère qu'il vous a plu et d'ailleurs n'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, et en attendant moi je file. À la prochaine!